Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir, Sahar Ramadankum. On aura beau dire, et il ne fait pas de doute que les présidentielles françaises pêchent par de nombreux aspects, où la démocratie n'est pas toujours ce que l'on croit. Mais pour des gens comme nous, venus de pays comme l'Algérie, ou qui y vivent, où les élections sont synonymes de fraude, où le président de la République est désigné par les généraux qui ont fait main basse sur le pays, où la presse n'a d'autre choix que de servir de le maître ou de baisser le rideau. Pour des gens comme nous, les élections françaises font rêver. Ce n'est pas que nous soyons naïfs. La démocratie occidentale est encore loin d'être la cité idéale. Mais quelle amertume éprouvons-nous quand on ne voit pas dans ces élections présidentielles françaises ces cohortes d'électeurs militaires en civil voter dans plusieurs bureaux de vote l'un après l'autre, quand on sait qu'il n'y a pas de panne d'électricité dans les mêmes bureaux de vote pour bourrer les urnes, quand on sait qu'on ne fait pas voter les morts, quand on sait qu'on ne fait pas voter les abstentionnistes à leur insu, quand on sait que le taux de participation et le choix du candidat vainqueur n'est pas décidé dans l'état-major de l'armée, quand on constate que la société civile veille, que la presse est à l'affût du moindre petit écart qui soulèverait tout aussitôt une clameur publique. Nombreux parmi nous sont en France depuis des décennies, mais ils ne parviennent toujours pas à normaliser dans leur esprit qu'une telle pratique, qu'une telle démocratie soit possible, que la démocratie n'est pas juste un mot, mais ma'lesh, demain sera un autre jour. Un peuple tout entier est dans l'attente du fleuve puissant qui viendra emporter les vieilles souches et nettoyer les écuries d'Ogia pour que le jour puisse enfin se lever sur ce fabuleux pays qu'est l'Algérie. Pour que les Algériens puissent enfin choisir leur président, leurs députés, leurs maires, leurs sénateurs, leur constitution. En France, l'élection du président de la République se fait au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, sauf si un candidat parvient dès le premier tour à réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Sinon, les 2 candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour participent au second tour. C'est ce qui s'est passé hier. 2 candidats, le président sortant, M. Emmanuel Macron, et la présidente du Rassemblement national, Mme Marine Le Pen, ont remporté le premier tour avec respectivement 27,8% des voix pour Emmanuel Macron, soit 9 785 578 votants, et 23,1% des voix pour Marine Le Pen, soit 8 136 369 votants. Le premier tour s'est déroulé sans incident notable. Aucune réclamation n'a été officiellement déposée. Le taux de participation a été de 73,69%, soit 26,31% d'abstention, ce qui en France est considéré comme un taux d'abstention très élevé, 26,31%. Le deuxième tour aura lieu le 24 avril 2022.
Présidentielle française, quelle perspective? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour y participer, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. De m'inviter de nouveau. Bonsoir Sijamal, bonsoir à Monsieur Amazit, que je viens de voir, je l'annonce avant vous. Je regrette que mon ami Idir ne soit pas là et je lui souhaite un prompt rétablissement. Merci Idir Ounourn, qui en effet ne sera pas des nôtres aujourd'hui, malheureusement. Il est alité, Rabbi Jiblou Shfa, Inch'Allah. Avec nous donc Athman Mazit, universitaire, analyste politique. Athman Mazit, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamal Din. Mes salutations à votre invité. Je suis très honoré de participer avec lui à cette émission, ainsi qu'à tout le staff technique de Maralibia et les téléspectateurs et téléspectatrices en France et en Algérie et ailleurs dans le monde. Merci beaucoup, merci. Brahim Younsi, alors d'abord, sentiment général sur ces élections, sur leur déroulé, quelque chose à dire de particulier? Cette élection présidentielle est atypique d'une certaine manière. Elle est atypique parce qu'elle a fait ressortir les extrêmes. Les partis traditionnels, si l'on ose dire, bien sûr quand je dis les extrêmes, j'exclus évidemment Emmanuel Macron, mais toute la campagne électorale présidentielle a été faite par les extrêmes, l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et il se trouve que l'extrême gauche qu'incarne Mélenchon et l'extrême droite qu'incarne... Est-ce qu'on peut dire que Mélenchon incarne l'extrême gauche? Est-ce que... Oh, oui, d'une certaine manière, oui, c'est un homme. Je crois qu'il le revendique. Il est de l'extrême gauche et il le reconnaît, il l'assume. Parce que c'est quelqu'un qui, quand même, a un parcours politique assez long, très long. Il était un militant et un dirigeant du Parti communiste internationaliste. Il faut dire que Jean-Luc Mélenchon est trotskiste. À la base, si j'ose dire, il rejoint le Parti socialiste en 1984, je crois 84-85, comme beaucoup d'autres trotskistes du PCI qui avaient rejoint le Parti socialiste. Beaucoup d'entre eux sont devenus des dirigeants très visibles et qui ont occupé des postes, y compris le premier secrétariat du Parti socialiste. C'est dire que beaucoup de trotskistes avaient et les trotskistes, il faut le dire... qui ont un peu viré leur cutie. Hein. Ce n'était plus quand ils ont rejoint le Parti socialiste, ce n'était donc plus des communistes ni des trotskistes. Oui. Les trotskistes ont quand même pour stratégie, si j'ose dire, l'entrisme. Et ils ont fait de l'entrisme dans les partis de gauche. Il est arrivé qu'ils le fassent dans le Parti communiste, alors que le Parti communiste était un ennemi viscéral. Oui. Mais les trotskistes ont eu le pif parce qu'ils ont rejoint dans les années 80 à la suite de... Certains avaient rejoint beaucoup plus tôt, comme Lionel Jospin par exemple, qui devient premier secrétaire, puis premier ministre socialiste. Beaucoup ont rejoint un peu avant 84-85, mais le plus gros a rejoint 84-85, après que François Mitterrand ait remporté, bien entendu, l'élection présidentielle. Oui, mais sinon, je reviens à vous dans un petit moment. Brahim Younsi, un petit tour de micro d'abord. Athman Mazit, votre sentiment général sur ces élections? Ces élections, à mon sens en tout cas, tout ce qu'on a pu voir et entendre depuis plusieurs mois n'ont été que des manœuvres du camp de Macron
pour arriver à cette situation. Tout a été fait pour que Macron se retrouve en face de Marine Le Pen et que les électeurs français n'aient que ce choix-là. Toutes les autres options ont été savamment éliminées. Il y a que Mélenchon qui a failli créer la surprise par effraction, en entrant par effraction dans le scrutin, dans ces élections. Il aurait pu arriver en deuxième position et franchement, faire sauter tous les pronostics. Malheureusement, pour lui, c'est ce qui était prévisible depuis plusieurs mois. Mais ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Il aurait très bien pu se retrouver avec Macron. Et là, ça ne serait pas passé très bien pour Macron, vraisemblablement. Mais sinon, qu'est-ce qui vous fait dire, Athmane Mazid, que tout a été fait pour que Macron se retrouve face à Le Pen pour obtenir, j'imagine ce que vous voulez dire, un vote de résistance contre l'extrême droite, donc un ralliement quasi général pour le faire élire. Qu'est-ce qui vous fait dire que tout a été... C'est un peu comme si tout avait été manipulé sciemment, comme s'il n'y avait pas de démocratie, comme s'il n'y avait pas eu de volonté populaire, de véritable choix des Français, comme si on leur avait servi un plat préparé à l'avance. Non, moi je ne parle pas de fraude ou de falsification ou de quoi que ce soit. Mais tous les débats ont été organisés de manière à ce que le thème central de cette campagne électorale soit l'immigration, les étrangers, les musulmans, et ça remonte à plusieurs mois. Ça remonte à plusieurs mois, voire même, je vais vous dire par exemple, je ne sais pas si nos téléspectateurs nous écoutent, se rappellent d'une, je vais vous dire ça. Alors c'était une rencontre entre Le Pen, un débat entre Le Pen et Darmanin à la suite de la sortie de son livre en février 2021. Et je vais vous passer ce qu'il en dit. On n'entend pas. Oui. On n'entend pas du tout. C'est Darmanin qui dit à Madame Le Pen qu'il la trouve molle sur les questions de l'islam. Voilà. Molle, hein. Molle, oui, tout à fait. Monsieur Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur, qui dit à Marine Le Pen qu'il la trouve molle. Pas suffisamment raciste. Oui, tout à fait. Et Madame Le Pen, d'ailleurs, le débat avait été organisé en février 2021 de manière, comme toutes les chaînes de télé, de manière à susciter le buzz, à faire le buzz. En fin de compte, c'était et je te sers et je te sers et tu me sers. Ils étaient quasiment sur les mêmes longueurs d'onde. Madame Le Pen a dit dans cette rencontre, elle a dit qu'elle aurait pu signer le livre de Darmanin. Voilà. Ouais, c'était aussi, voilà. Et Darmanin l'a trouvé un peu molle et lui demandait d'être plus dur sur les déclarations par rapport à l'islam. Ça, c'est dans le cadre, c'est à la suite de la sortie du livre de Darmanin. Voilà. Nous allons y arriver, Athmane Mazid. J'aimerais que nous fassions un tour de micro sur cette, comment dire, ce sentiment qui a été suscité par ces élections pour des gens comme nous qui venons d'Algérie ou de nos compatriotes qui sont en Algérie et qui, en regardant comment se passent ces élections, se disent « et pourquoi pas nous ? Pourquoi faut-il que des généraux désignent le président ? Pourquoi faut-il que les élections soient synonymes de fraude électorale ? Pourquoi un bidule, un machin pour surveiller les élections qui est acquis au régime, qui ne surveille rien du tout, qui fait tout pour étouffer la vérité ? Pourquoi fait-on voter les morts ? Pourquoi fait-on voter les militaires dans 2-3 bureaux de vote chacun ? Brahim Younsi. Oui, il y a une différence notable. C'est que la France a, j'allais dire, plusieurs siècles, en tout cas plusieurs décennies,
de démocratie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est des siècles de démocratie, d'exercice démocratique dans ce pays. La pluralité des partis. Les partis sont libres de se former. Ils n'ont pas à déposer. Le parti politique est une association de loi de 1901. C'est-à-dire que 3 personnes peuvent créer un parti politique. Ils n'ont pas à montrer patte blanche ou constituer un dossier lourd comme cela est le cas dans notre pays et de le déposer auprès de la préfecture de police. C'est que ce pays a lutté aussi, le peuple français a lutté pour la démocratie. Et nous savons que depuis la Première République, si j'ose dire, qu'il y a eu des contre-révolutions. Il y a eu la monarchie qui revenait pratiquement sans cesse à un moment donné en France. Mais la République a fini par s'imposer, la démocratie également, et le suffrage universel a été instauré. Et la France aussi est passée par des étapes difficiles. Il faut se souvenir qu'en France, le vote était censitaire, c'est-à-dire que ceux qui ne payaient pas d'impôts ne votaient pas, etc. C'est-à-dire qu'il y a une lutte démocratique, et cette lutte démocratique a amené à ce que nous... Puis à un certain moment, il n'y avait pas de suffrage universel direct pour l'élection du président. C'est un président du Conseil qui était élu par des grands électeurs. Le président de la République, même le président de la République, comme René Coty par exemple, était élu par les assemblées. Oui. Par les assemblées, c'était l'Assemblée nationale qui l'élisait. Et puis le général de Gaulle a mis fin à ce mode de scrutin par les assemblées, par la Chambre, en élisant le président. C'est en 1962 qu'il l'a fait, parce que lui, il a été élu par l'Assemblée nationale, et puis il a, après la Constitution de 58, il a instauré le scrutin du président de la République de façon directe, par le peuple directement, et il a été élu en 1962 directement par le peuple. D'ailleurs, on avait parlé à ce moment-là de la dictature de Gaulle, que de Gaulle avait instauré la dictature en France. Et souvenez-vous du livre écrit par François Mitterrand du coup d'État permanent, parce qu'il visait le général de Gaulle et singulièrement le fait que le président de la République, parce que François Mitterrand était l'homme de la 4e et il se plaisait bien dans les couloirs de la 4e République, et il était contre à un moment donné, jusqu'à ce qu'il se fasse à l'idée que le président de la République devait être élu au suffrage universel direct. Athmane Mazit, qu'est-ce que cela vous inspire quand vous pensez à notre pays? C'est la désolation, c'est l'amertume de voir que les pays européens, les pays occidentaux en général ont quand même eu des années, des décennies avant d'arriver à ce résultat. Donc, il ne faut pas perdre espoir. On peut pas nous, on a été colonisés, on était pendant des siècles et des siècles colonisés. Donc, on a quand même une histoire récente. Mais il ne faut pas simplement se comparer aux pays occidentaux. C'est pas parfait, il y a beaucoup de carences. Jean-Luc Mélenchon réclame dans son projet, c'était la 6e République, parce que cette République, cette 5e, la constitution de la 5e République arrive, ne répond plus aux attentes des citoyens, et ça, c'est des processus qui ont mis du temps. Il y a eu du sang qui a coulé, des gens sont morts pour défendre la démocratie, pour défendre les valeurs républicaines, pour instaurer des républiques. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Ils n'ont pas eu d'aide
peut-être aidés par quelque puissance que ce soit, comme ils le font actuellement, comme les États-Unis arrivent, débarquent et ils veulent créer, voilà, instaurer la démocratie au bout des canons. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des sacrifices. Tous les peuples qui sont arrivés à ces résultats ont souffert, ont combattu et ont travaillé pour améliorer les constitutions d'année en année, de décennie en décennie, de génération en génération, jusqu'à arriver à un résultat qu'on constate et que malheureusement on ne peut que déplorer de ne pas avoir chez nous. Oui. Très bien. Alors, nous allons écouter M. Macron. Nous allons les écouter un peu, une minute et demie chacun. M. Macron. J'invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre. Mais dans ce moment décisif pour l'avenir de la nation, plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. C'est notre devoir. Le 24 avril prochain, nous pouvons faire le choix d'une nouvelle époque française et européenne. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de l'espoir. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de la France et de l'Europe ensemble. Vive la République et vive la France. Madame Le Pen. Campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous. Je continuerai à le faire pour être, si vous le décidez au lendemain du second tour, sans exclusive aucune, la présidente de tous les Français. Ce qui se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstance, mais un choix de société et même de civilisation. De votre vote dépend en effet sur tout le territoire français la légitime prépondérance de la culture et de la langue française, des us et coutumes de nos régions et des modes de vie des Français, des lois et des valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité et l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes. Dès à présent, j'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin et conduire avec bonheur notre grand pays dans le 3e millénaire. Vive la République, vive la France. Alors, Brahim Younsi, sombre perspective. On ne sait pas quelles seront les perspectives, mais elles seront sombres. En tout cas, elles sont d'ores et déjà sombres pour la communauté musulmane de France, maghrébins surtout, mais pas seulement, des Africains, les musulmans d'une manière générale. Vous avez entendu Madame Le Pen, elle annonce la couleur sans complexe, elle parle de projet de société et de civilisation. Son discours est parsemé, je ne vais pas dire allusion, d'annonces claires, nettes, qu'il faudra se préparer au changement, à un serrage de vis. Elle parle même d'interdire le voile sur l'espace public. Elle a abandonné son projet d'interdire la kippa, soit dit en passant, pour dire qu'elle fait de la politique surtout. Mais il y a aussi le fait, Brahim Younsi, comme vous l'avez dit vous-même, et comme l'a dit Athman Mazid, que toute cette campagne s'est effectuée sur les thèmes de l'immigration et de l'insécurité, et qui dit insécurité dans la bouche d'un politicien français dit immigration, sur
l'islam, et qui dit islam dans la bouche d'un politicien dit islamisme et dit terrorisme, ça s'est passé comme ça. Et demain, même si Mme Le Pen ne sort pas, si M. Macron l'emporte, ce qui semble très vraisemblable, Mme Le Pen aura très vraisemblablement un taux très important, peut-être 40%, peut-être plus. Et vous imaginez bien que si elle a 40%, la politique du prochain président de la République, du prochain Parlement et de la France en général tiendra compte du fait que 40% des électeurs français ont choisi l'extrême droite. Et donc qu'il faudra moduler la politique française sur cette donne. Brahim Younsi. Oui, bon, Marine Le Pen, c'est vrai qu'elle a gommé certaines aspérités au moment de la campagne. Mais c'est vrai que son programme est un programme qui était dirigé et qui est dirigé contre l'immigration d'une façon générale et des musulmans d'une façon particulière. Mais ces aspérités qu'elle a gommées tout au long de la campagne, d'ailleurs, elle qui menace dans son programme de verbaliser les femmes voilées et les femmes au hijab, a pris une photo il y a quelques jours seulement avec une femme au hijab. C'est-à-dire que vous regardez, vous voyez la contradiction qu'elle peut montrer. Elle prend une photo avec une femme au hijab qu'elle verbaliserait demain, si elle était bien entendu élue. Marine Le Pen, c'est vrai qu'elle n'a pas fait toute sa campagne sur la question migratoire ou sur l'immigration. Si elle parlait de l'immigration, c'est pour arrêter le flux migratoire. Mais bien entendu, l'immigration et les étrangers de façon générale installés en France, la sanction, c'est parce que c'est une sanction pour beaucoup d'entre eux, c'est de ne plus avoir de minima sociaux. Le RSA, le logement, la priorité est plus que la priorité aux Français, etc. etc. C'est dire que, mais Marine Le Pen, ce qu'elle a senti, et c'est la raison pour laquelle elle est au deuxième tour, c'est qu'elle a senti, elle a fait toute sa campagne sur le pouvoir d'achat des Français. C'est dire que elle avait bien senti le coup, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, d'Éric Zemmour, qui est comme un bélier, est allé directement frapper l'immigration et l'islam. Alors que la thématique aujourd'hui, même Macron a essayé de se caler à un moment donné sur la question du pouvoir d'achat, ce que d'ailleurs Mélenchon a fait, brillamment d'ailleurs, ce que Mélenchon a fait. Malheureusement pour Mélenchon, je dis malheureusement pour lui, bien entendu, c'est qu'il lui a manqué une semaine de campagne. Avec une semaine de campagne, je crois qu'il serait au deuxième tour. Athman Mazit, sur ces sombres perspectives pour la communauté musulmane de France, quand je dis communauté musulmane, pratiquante ou non, bien entendu. On ne vous entend pas, Athman Mazit, pardon. Là, c'est voilà, bien. Là, on vous entend. Oui, excusez-moi. Moi, je vais revenir un petit peu en arrière parce que pour sortir un petit peu de l'immédiateté, de l'interprétation à chaud de tous les événements, il faut revenir un petit peu en arrière. Moi, je vais pas aller très très loin, je vais aller en 1984. Pardon, excusez-moi, 2004. 2004, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être notre ami Brahim Younsi se rappelle de l'agression, la fausse agression du RER à Paris. C'était une femme qui prétendait, elle avait un rendez-vous chez son banquier avec sa conseillère bancaire à la banque, et elle avait un souci donc pour payer des échéances de crédit. Elle a simulé une agression, elle a porté plainte pour une fausse agression dans le RER, comme quoi on l'avait agressée dans le RER, on lui avait mis des tags antisémites sur le ventre, sur le dos, etc. Enfin sur le ventre, elle avait sur le ventre. Et ça a fait le buzz. À l'époque, c'était Chirac. Et Chirac est intervenu
dès qu'il a appris qu'il y avait une agression, donc il n'y avait pas eu d'enquête, il n'y a rien, Chirac est intervenu à la télévision pour dénoncer. Il y avait Jospin à cette époque-là. Ils sont intervenus dans les jours qui ont suivi, alors que la police n'avait rien, elle était encore sur l'affaire. Ils ont organisé une marche à Paris, une marche gigantesque à Paris pour dénoncer l'antisémitisme et les agressions, parce que la description qu'elle avait donnée de ces agresseurs laissait entendre que c'était des gens d'Afrique ou maghrébins. Voilà. Donc la description qu'en avaient rapporté les journaux laissait entendre que ça ne pouvait être que des maghrébins ou des africains. Et au bout du compte, donc à la fin de l'enquête, il s'est avéré que c'était une affabulation, et que cette dame, en fait, elle a inventé cette histoire d'agression, et qu'il n'y avait ni maghrébin ni africain, parce qu'à la gare il y avait les vidéos. Donc en fait, et on a posé la question à Chirac de lui dire pourquoi vous avez réagi comme ça. Il a dit oui, c'est regrettable, mais je ne regrette pas d'avoir réagi comme ça. Et on a demandé à Strauss-Kahn, mais comment vous avez participé à une marche alors qu'en fin de compte c'était faux? Il leur a répondu, ça aurait pu arriver. Voilà. Donc on est dans une politique où les politiciens en France depuis des décennies font de la politique fiction. Ils inventent des histoires parce qu'ils n'ont pas de solution à proposer à leur population. Le malheur, c'est qu'ils inventent des histoires toujours au détriment de la communauté musulmane. Oui, c'est naturel ils vont pas s'attaquer, on peut pas s'attaquer à la majorité, on s'attaque aux minorités, les plus faibles, celles qui sont le moins organisées, celles qui sont incapables de réagir à ces agressions, pour justement essayer de trouver des palliatifs, des exutoires à la colère populaire, à travers ces gens qui sont là en France, bon gré, mal gré, ils sont là, il y en a certains, ils ont voulu venir, d'autres, certains sont venus contraints parce qu'ils n'avaient pas de choix. Et, par exemple, la France, elle ne se préoccupe pas du sort de l'Afrique et du système monétaire qu'elle a mis, le franc CFA, qu'elle impose à près de 14 pays africains, qui sapent les économies et qui les empêchent de se développer chez eux, et qui ne profitent qu'à l'économie française. Par exemple, ça n'a jamais été abordé dans cette campagne électorale. On a parlé de l'Ukraine. L'Ukraine, il y a un seul discours qui tient sur l'Ukraine. On ne peut pas donner un quelconque une once de raison à Poutine, qui est maintenant, c'est un détraqué mental, c'est un psychopathe, c'est un débile, enfin il y a un criminel sanguinaire, etc., etc. Et les gens, on a habitué à travers les médias qui appartiennent à un groupe d'individus qui ont tous à peu près la même orientation politique, les mêmes valeurs, les mêmes souhaits de réalisation politique, et ces gens-là orientent le débat. On parle que de l'immigration, que de l'islam. C'est regrettable. Et nous allons justement consacrer ce dernier tour de micro à qu'est-ce qu'il faut faire, parce que devant les sombres nuages qui s'amoncellent au-dessus de la communauté musulmane, je le répète, pratiquante ou non, ceux qui sont issus de ces communautés, qui sont devenus une sorte de bouc émissaire, de victimes expiatoires, de punching ball bien souvent. Brahim Younsi, comment, selon vous, pourrait-elle, cette communauté, se prémunir, elle qui n'est ni organisée, ni structurée, ni disposant de leaders politiques? Bien au contraire, elle est encadrée de garchiourmes, surtout pour ce qui est de l'islam de France, de gens qui ont été désignés par l'État français, par le pouvoir, pour un peu, j'allais dire, pour contrôler les populations, comme on dit. Comment cette communauté pourrait-elle justement se débarrasser de ces garchiourmes en même temps que d'aller vers l'avènement d'une vraie représentation qui pourrait veiller à ses intérêts? Hélas, c'est très difficile. Très difficile. Je connais un petit bout de ce problème-là.
c'est que malheureusement, ceux qui veulent représenter ou qui représentent les étrangers, en tout cas pour les Algériens, ceux qui veulent représenter les Algériens, notamment au niveau des mosquées, je crois que il est très difficile de les mettre d'accord. D'abord, ils ont accepté, et ça c'est l'État français qui le leur a imposé, accepter, je parle des mosquées, accepter que la représentation se fasse à la surface des mosquées. Plus vous avez de surface de mosquées, plus vous avez de représentants. C'est d'abord pas démocratique. Calculer ou avoir des représentants selon la surface de sa mosquée, ce n'est pas du tout démocratique. Ensuite, c'est le système lui-même qu'il faut absolument remettre en cause. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, qui gêne beaucoup l'immigration, en tout cas les musulmans de France, de s'organiser, c'est qu'il y a l'intervention des États, que ce soit le pouvoir d'Alger qui intervient à travers un certain nombre d'institutions, de structures, notamment la mosquée de Paris. Et le Maroc fait la même chose, la Tunisie également. Et vous avez mais surtout le Maroc et l'Algérie, il faut dire. Hein, oui. Non, mais même les autres États interviennent, mais comme vous dites, c'est essentiellement parce qu'il y a une guerre entre les représentants du Maroc et les représentants de l'Algérie. Et cela est parfaitement vrai. Si vous me permettez, je veux revenir à une question que vous avez soulevée, dont vous avez parlé. Le prochain président de la République, si ce n'est pas, bien entendu, Marine Le Pen, il n'est pas contraint de prendre en considération son programme ou ses propositions. Non, ses électeurs. Oui. Ça se jouera aux législatives. Si le Rassemblement national a un groupe suffisamment étoffé qu'il peut imposer sa loi et il serait en cohabitation, je crois que le Rassemblement national, je m'avance peut-être, aura un groupe qui est à peu près le même que celui qu'elle a aujourd'hui. Peut-être elle gagnera quelques sièges. C'est le cas aussi de Mélenchon. Et Mélenchon, la France insoumise, a déjà annoncé la couleur pour dire, bon, bien, on a échoué encore à un peu plus de 400 000 voix près le second tour, mais ça va se jouer aux législatives. Et je leur fais confiance, ils vont mobiliser. C'est dire qu'ils jouent la cohabitation. Ils jouent la cohabitation. Ce que Marine Le Pen ne fait pas. Marine Le Pen veut absolument gagner, devenir président de la République et appliquer son programme. Je pense que ça va être difficile pour elle, parce qu'il y aura une contestation. À plus forte raison que, comme vous êtes en train de le dire, qu'elle n'aura pas une majorité parlementaire à ses côtés pour faire passer ses lois. C'est cela. Donc, je ne crois pas qu'elle aura les coups des franches pour pouvoir... Il y aura un état d'esprit, Brahim Younsi, parce que le chef de l'État et même le Parlement tiendront compte, très certainement, du nombre d'électeurs qui auront voté pour Marine Le Pen et qui représenteront donc une certaine opinion publique, qu'on le veuille ou non, une certaine volonté populaire. Quand vous prenez l'élection de 1981, où la gauche arrive au pouvoir avec l'élection de François Mitterrand. François Mitterrand a appliqué son programme. Il n'a pas appliqué le programme de la droite, le programme de son concurrent de droite. Oui. Mais, bon, bien entendu, étant donné la situation économique de la France à ce moment-là, en 1987, en 1983, il y a eu un virage très net avec la nomination de Fabius à Matignon, et il y a eu un virage à droite. Mauroy
avait conduit une politique véritablement socialiste de gauche, où beaucoup de choses avaient été distribuées et ouvert le champ, et beaucoup le champ, y compris d'ailleurs à l'immigration. Le champ à l'immigration avait été ouvert, notamment à travers les associations, à travers les médias. Et je me permets de vous interrompre, Brahim aussi, désolé. Oui. Allez-y, finissez votre phrase. Oui. C'est dire que Macron, s'il était élu à 60-40, il aura les coups des franges, il pourra appliquer son programme et rien. Et bien sûr, s'il a une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Athman Mazit, sur ces sombres nuages qui pèsent sur la communauté musulmane de France, ou qui en est originaire, qui en vient. Pourquoi cette communauté ne parvient-elle pas à s'organiser pour mieux se défendre, pour mieux se prémunir d'être un punching ball pour politiciens en rade? Parce qu'elle est maintenue dans cet état de division et de fractionnement. Alors, il ne faut pas oublier que, par exemple, on avait une association, il y a une association, le collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous avec Baraka City, qui est une association humanitaire à laquelle on a retiré, ils ont bloqué du jour au lendemain sans aucune procédure judiciaire, simplement des arrêtés administratifs, simplement Darmanin, il a dissous plusieurs associations importantes comme celle-là, Baraka City, des associations pour les droits des Palestiniens. Il y a 2 associations qui ont été dissoutes. Donc voilà, toute organisation commence à partir d'organisations, d'associations d'envergure nationale. Nous, la communauté algérienne, enfin la communauté en général étrangère, musulmane en France, elle est fractionnée en petites associations qui se font de la gestion à la petite semaine de mosquées, etc. Et dont le seul souci, c'est quand on est marocain, d'éviter que les Algériens prennent la direction de l'association, et inversement, et quand on est marocain, quand on est algérien, on fait on fait en sorte de garder la direction de l'association par tous les moyens pour pas que les Marocains rentrent, et quand c'est les Marocains qui les tiennent, inversement. Voilà à quoi sont réduits, et ça au vu et au su de tous les élus locaux. Tous les élus locaux connaissent ces dissensions, ces guéguerres, ces petites guéguerres intestines entre musulmans, et ils en jouent à tel point que dans certaines grandes villes, vous allez trouver des associations, une mosquée qui est étiquetée marocaine, une mosquée étiquetée marocaine, une mosquée étiquetée algérienne, et les élus jouent de ça systématiquement pour essayer de garder, se faire élire avec ces populations-là, alors qu'on n'arrive pas à passer ce degré local et arriver à des degrés nationaux. Par exemple, sur les mairies, les élections municipales, la dernière fois quand il y a eu les élections municipales, l'argument tout de suite, tous les politiques sont montés au créneau pour dire qu'il fallait pas de candidats communautaires. Qu'est-ce que c'est qu'un candidat communautaire? Ça veut dire quoi un candidat communautaire? C'est un Français. C'est quoi un candidat communautaire? Des gens qui sont hors la loi, que vous étiquetez, des associations qui sont dissoutes sans aucune procédure judiciaire. Voilà l'état dans lequel se trouve la communauté musulmane en France, fractionnée, divisée, alimentée avec des dissensions qui sont alimentées, comme le dit notre frère Younes, par des pouvoirs étrangers. Il y a les Algériens, les Turcs, les Tunisiens. Il ne faut pas oublier la communauté turque aussi, qui est très importante en France et qui est, elle, structurée aussi et encadrée par l'État turc. Donc, malheureusement,
on n'arrive pas à organiser, à atteindre un degré à une échelle nationale. On a quelques individus qui courent peut-être un petit peu après des postes et qui font des alliances avec certains élus ou anciens élus qui s'appuient sur ces gens-là quand ils ont perdu crédibilité et qu'ils n'arrivent plus à se rattraper, ils se rattrapent aux branches en essayant de manipuler, d'utiliser les communautés étrangères dans des enjeux uniquement locaux. Et quand c'est au mieux, c'est au niveau des législatives, on essaye de récupérer des voix dans des quartiers ou dans des villes à forte communauté, à forte population étrangère. Voilà où on en est. C'est malheureux, Très bien. Alors, dernier tour de micro, puisque Brahim Younsi demande à faire une petite précision. Brahim Younsi, vous allez avoir au maximum 1 minute et demie. C'est juste pour donner un exemple. Oui. J'étais intégré à un moment dans une mosquée à Paris, dans le 18e arrondissement, pour dire le lieu. Et puis, bien entendu, la mairie avait décidé de créer un centre islamique, un centre musulman, avec un plateau, parce qu'il y avait les prières qui se passaient dans la rue. Donc, ils voulaient absolument dégager la rue, que les prières n'aient plus lieu dans la rue, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Mais ils avaient construit un centre musulman avec un plateau qui ne peut comporter que 1000 places. Et puis, ils nous offraient cela comme une solution, alors que la mosquée qu'ils voulaient démolir qu'on pouvait prendre à l'intérieur 3000 à 3500 places. C'est dire que... Et puis, bon, il fallait créer une association. Et, bon, je négociais avec le maire adjoint de cette mairie du 18e arrondissement et qui me dit, voilà, nous allons créer une association où il y aura 2 Algériens, 2 Marocains, 2 Tunisiens, 2 Comoriens, 2 Sénégalais, de ceci, de cela. Je lui dis, c'est ce que vous appelez la démocratie chez vous? Chez nous, la démocratie, chez moi en tout cas, la démocratie, c'est laisser les gens voter et qu'ils votent pour qui ils veulent. S'ils votent pour 10 Algériens, ça sera les Algériens. S'ils votent pour 10 Marocains, ça sera les Marocains. C'est votre solution. Vous battez, soi-disant, vous dénoncez le communautarisme, mais vous êtes en plein dans le communautarisme. Ben voilà, merci Ibrahim aussi pour cette précision. Oui. Athman Mazit, en moins d'1 minute et demie, s'il vous plaît. Oui, c'est tout à fait ça. Et ce que j'essaie de démontrer, c'est la manipulation des élus locaux. On veut nous laisser simplement à un stade local. Au mieux, quand certains députés veulent récupérer des voix, ils font les quartiers, ils essaient de fréquenter les quartiers, ils se rapprochent des associations auxquelles ils offrent quelques avantages, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment mesquin, c'est médiocre, c'est d'une bassesse incroyable, d'un cynisme innommable. Alors moi, je profite de la tribune que vous m'offrez, Jamel Din, pour dire que le 17 avril, dimanche prochain, il y a une marche à Paris pour commémorer les événements du 20 avril 1980 en Algérie. Une marche de la place de la République jusqu'à Nation. Et tous les Algériens et même d'ailleurs nos amis, nos frères marocains sont invités aussi à venir renforcer nos rangs et nous soutenir dans cette manifestation. Marche de République à Nation, le 17 à 13h. Merci beaucoup Athman Mazit, merci Ibrahim Younsi, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Sahaf Torkum, au plaisir de vous retrouver.